Le cercle RH, notre débat aujourd'hui, un débat 100% visio, car le Covid continue à rôder encore. Et bien certains de nos invités ont été obligés de rester chez eux. Mais grâce à la magie de l'informatique et du numérique, nous allons pouvoir tenir ce débat important, tabou. L'illettrisme, on va en parler sans détour avec nos invités. Il toucherait 2,5 millions de Français, je dis il toucherait parce que le chiffre est évidemment incertain, et 51% d'entre eux occupent un emploi. Comment ces salariés sont arrivés là ? Comment font-ils tout simplement pour réussir à travailler malgré ce handicap qui est un handicap caché, handicap que l'on cache. On fait le point évidemment avec mes invités. Ils seront avec moi en visio. Samira Djouadi sera avec nous, présidente de l'association Stop Illettrisme, qui tenait une semaine d'action justement pour lutter contre l'illettrisme. Regroupement d'entreprises, d'associations, on fera le point avec elle. Elle est également déléguée générale de la Fondation TF1. Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique, qui est un organisme de formation qui notamment, mais pas seulement, accompagne ces personnes touchées par l'illettrisme. Et puis nous sommes avec Stéphanie Delamarre, responsable RSE, groupe Samsic, et qui est d'ailleurs votre entreprise, Stéphanie, membre de ce réseau Stop Illettrisme. Samsic, c'est un groupe international qui intervient très concrètement chaque jour dans les lieux, dans les entreprises, pour garantir la qualité de vie au travail, le confort, le bien-être et la sérénité. Stéphanie Delamarre, d'abord bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Je sais que vous avez derrière une réunion importante. Merci de nous accorder quelques minutes. Ça représente quoi pour vous le fait que votre entreprise, dans laquelle en tout cas vous travaillez comme responsable RSE, soit intégrée à ce réseau Stop Illettrisme ? Qu'est-ce que ça dit ? C'est d'abord bonjour, et merci de m'accueillir sur votre plateau pour témoigner. Mais c'est un acte fort que de participer donc au conseil d'administration de l'association Stop Illettrisme. C'est aussi un engagement qui va permettre à certains de nos collaborateurs d'être pleinement intégrés dans leur vie professionnelle et également dans leur vie personnelle grâce aux actions que l'on va mener ensemble. Oui, j'ai vu qu'il y avait de très belles choses, tant pour ceux qui étaient accompagnés, ces femmes et ces hommes qui ont des difficultés, ils ne sont pas tous illettrés intégralement, ils arrivent à déchiffrer, mais c'est compliqué. Puis de très belles histoires avec des collaborateurs qui tout d'un coup, à travers cette initiative, donnaient une autre dimension, presque du sens à leur vie. Exactement. Enfin, quand vous passez parfois, alors il faut pas non plus, faut se garder d'avoir des clichés. Ce ne sont pas des personnes uniquement qui sont issues, d'autres pays, qui sont arrivés de l'immigration. Ce sont tout simplement parfois aussi des Français, de génération en génération, dans les campagnes, qui peuvent avoir des difficultés de lecture. Et de compréhension. Donc, il faut aussi apprendre à réapprendre. Donc, c'est un public assez large qui, bien évidemment, ne se désigne pas de manière naturelle comme étant touché par le sujet de l'illettrisme et de l'analphabétisme, bien évidemment. Si vous aviez été en plateau avec nous, parce qu'aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, je crois que c'est la première que l'on fait en 100% visio dans notre débat, mais qu'importe, je poserai la question aux deux autres invités. Vous vous êtes forcément posé cette question en vous disant, indépendamment de ceux qui ont été des migrants, qui viennent de pays lointains et qui, on l'imagine, ne maîtrisent pas notre langue. Tout ça est très logique. Mais pour ces Français de souche, vous vous êtes dit, mais comment se fait-il qu'ils en soient arrivés là ? Vous vous êtes posé cette question ? Oui, bien sûr qu'on s'est posé cette question, et ce sont des personnes qui ont dû combattre intérieurement de manière cachée, finalement, toutes les difficultés de la société actuelle. On parle de l'illettrisme, de l'analphabétisme, on parle de l'électronisme aussi. Donc, ce sont des Russes qui sont déployés au quotidien. Ce sont des personnes particulièrement volontaires, la plupart d'entre elles très impliquées dans leur travail et bien évidemment qui souhaitent le conserver. Donc, elles aspirent toujours à faire mieux, mais elles sont obligées effectivement d'aller chercher des subterfuges pour éviter de présenter ce handicap
en tout cas pour essayer de le cacher. Ouais. J'ai vu qu'une mère de famille qui était salariée touchée par l'illettrisme, qui n'avait pas accès à la lecture, disait en plus, je vais enfin pouvoir mettre des mots dans le carnet de correspondance de ma fille, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Enfin, au-delà de l'action qui est je dirais, très corporate d'entreprise, vous rendez aussi la dignité à ceux qui ne l'avaient pas depuis leur plus tendre enfance. Oui, c'est une forme de dignité. Après, nous, on est très heureux, enfin voilà, de pouvoir les accompagner. C'est ça aussi notre rôle. Enfin, je veux dire, Samsic, c'est une entreprise, voilà, qui est implantée dans plus de 25 pays en Europe et au-delà. On est une entreprise qui est vraiment leader des services intégrés. Notre capital, c'est notre capital humain avec 93 000 collaborateurs. Donc forcément, ces femmes et ces hommes, notre objectif, c'est d'en prendre soin parce que s'ils sont bien dans leur vie professionnelle, s'ils sont bien dans leur vie personnelle et professionnelle, pardon, forcément, ils sont plus aptes aussi à rendre un service voilà, tel que nos clients voilà, l'attendent. Et ça, pour nous, c'est important de les accompagner dans une plus grande intégration et voilà, une plus grande aisance aussi dans leur vie quotidienne. On va en parler avec Samira Djouadi, mais les chiffres sont assez impressionnants. Ce sont des milliers de personnes qui sont passées à travers cet accompagnement. Juste d'un mot, vous appartenez à ce conseil d'administration. Ils ne repartent pas en classe parce qu'il y a aussi, pour certains d'entre eux, dits illettrés, le côté refus de l'école, n'ont pas envie de se réasseoir sur un banc d'école. Ça ne marche pas comme ça, on est bien d'accord? Non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça parce que déjà, on s'adresse à un public voilà, qui peut avoir 30, 40 ou 50 ans ou plus. Et que nous, le souhait, c'est qu'ils puissent réutiliser de suite leurs acquisitions, leurs savoirs généraux. Donc ces savoirs, finalement, on construit justement précisément, notamment avec les organismes comme Accentonic, des parcours de formation qui sont vraiment appliqués et qui peuvent du coup leur permettre de réexploiter leur nouveau savoir directement sur leur lieu de travail et permettre d'avancer, d'aller un petit peu plus loin aussi dans l'apprentissage. Ça les conforte, ça leur donne confiance finalement. Et ça leur permet aussi de pouvoir progresser au sein de l'entreprise dans laquelle elles sont, de pouvoir aussi prétendre à pouvoir monter, parce que ce sont des personnes qui finalement s'auto-censurent et ne peuvent pas évoluer. Alors, c'est compliqué d'évoluer effectivement lorsque on rencontre des difficultés de lecture ou d'écriture. Mais malgré tout, je rappelle que beaucoup d'entre elles voilà, exercent très très bien leur métier et déploient des subterfuges inimaginables voilà, pour contourner le sujet. Maintenant, Lesquels oui. Lesquels, par exemple? C'est quoi ces subterfuges? Comment on fait? Quand on n'arrive pas à lire une consigne, une instruction de travail, on peut tout simplement dire qu'on a oublié ses lunettes et demander à son collègue de lire précisément ce qui est écrit. Voilà, ça fait partie des mécanismes classiques. Quand un chef d'équipe va voir une collaboratrice ou un collaborateur sur le terrain qui lui dit tu sais, voilà, je vous ai demandé de faire ça, enfin voilà, est-ce que vous avez bien compris? La personne va de manière automatique répondre oui, oui. Simplement, quand le chef d'équipe revient et que la mission n'a pas été faite, voilà, c'est parfois là qu'on s'aperçoit que la personne finalement a eu un problème de compréhension. Donc, c'est pas quelque chose qui, d'un point de vue managérial, et forcément d'un point de vue managérial et d'un point de vue personnel pour la personne qui est concernée, c'est pas un élément qu'on a forcément envie d'exposer librement et facilement. Merci Stéphanie Delamarche. Je vous laisse filer vers votre plénière, parce que c'est une réunion importante au sein de votre entreprise, que je rappelle, Samsic, qui est un groupe mondial, très engagé dans cette lutte contre l'illettrisme, à travers ce réseau Stop Illettrisme. Et vous êtes, Stéphanie, la responsable RSE. Je vais donner la parole dans quelques instants à Samira Djouadi,
puisqu'elle préside Stop Illettrisme, vous la connaissez bien, elle est à la tête de la fondation TF1. Et on accueille Samira Djouadi pour prolonger ce que vient de nous expliquer Stéphanie Delamarre. Bonjour Samira, merci d'être avec nous. Je précise que vous auriez dû être avec nous en plateau, il faut le dire, et puis le Covid est encore là. Voilà, on nous dit qu'il faut poser les masques, mais restons prudents car vous êtes cas Covid, me semble-t-il, ce qui justifie votre anorak et votre présence à votre domicile. Présidente de l'association Stop Illettrisme, je rappelle que vous êtes la déléguée générale de la fondation TF1. Je précise pour ceux qui nous regardent que cette association Stop Illettrisme a été initiée par L'Oréal et puis c'est une présidence tournante et vous en avez aujourd'hui la présidence. Ça dit quoi de notre société, Samira? Puisque j'ai posé la question à Stéphanie. Il y a les analphabètes, ceux qui doivent réapprendre toutes les bases, les illettrés, et puis ceux qui sont en blocage électronique. Qu'est-ce que ça dit de notre société, de notre modèle éducatif, sans vouloir le démonter pièce à pièce, mais ce sont quand même des gens qui ont traversé une scolarité et qui finalement, à 40, 50 ans, n'ont pas les bases. Effectivement, oui, d'abord, ça en dit long sur notre société, sur comment accompagner des personnes qui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais qu'on ne peut pas mettre dans un moule qui soit commun à tous. C'est là où il va falloir s'adapter aussi aux personnes qui apprennent peut-être différemment ou autrement ou parce qu'ils ont eu un parcours de vie peut-être qui les a aussi empêchés peut-être de suivre aussi une scolarité. Et après, effectivement, on se retrouve dans la vie adulte ou dans la vie adulte, on pardonne pas, quoi. On pardonne pas parce que l'évolution professionnelle, elle demande un minima, quoi. Elle demande à ce que la personne puisse s'exprimer, puisse écrire, et puis ne serait-ce que pour juste évoluer professionnellement, quoi. Hein. Sans l'apprentissage d'une langue française, en tout cas dans notre pays, c'est compliqué, quoi. Sauf si on est son propre chef, et même quand bien même on est son propre chef, à un moment donné, on sera confronté à des limites qui nous pousseront à apprendre le français parce qu'on ne peut pas évoluer sans ça. Quoi. Mais Samira, juste qu'on distingue bien les concepts, il y a la notion de s'exprimer en français qui était un débat d'ailleurs lancé dans l'accueil des migrants, puisqu'il avait été expliqué il y a quelques années qu'il fallait qu'ils maîtrisent les bases de français. Ça, c'est le langage oral. Mais pour ce qui est de l'analphabétisme ou de l'illettrisme, tout document d'assurance, tout document téléphonique, tout document administratif, indépendamment de sa vie professionnelle, passe par l'écrit. Enfin, j'imagine que la vie de ces personnes est un enfer. Alors, elle est un enfer et en même temps, s'ils ont réussi à exister dans la société, c'est parce qu'ils ont réussi à trouver des astuces qui leur permettent d'exister. Hein. Moi, je peux en parler. Hein. Moi, j'ai eu des parents illettrés. Alors, sur le moment, quand on est petit et jeune, on ne se rend pas compte de la problématique. Mais combien de fois, moi, je me suis vue accompagner mes parents pour traduire ce que la personne à la sécurité sociale va lui expliquer, ou aller ne serait-ce que chez le médecin, ou chez l'instit. Alors, en plus, on a un double rôle. On est et l'enfant sur qui on va parler, et en même temps le traducteur pour le parent. Donc, tout est compliqué, et heureusement qu'il y a cet environnement qui fait que ces personnes-là vont pouvoir continuer à évoluer. Mais effectivement, tout est à l'écrit, et encore plus maintenant dans cette génération aujourd'hui, où tout commence à être numérisé, quoi. Déjà qu'à l'écrit, c'est compliqué, alors tout le numérique, ça devient, je dirais, une étape compliquée encore un peu plus. Quoi. C'est l'étape que vous traitez d'ailleurs, que vous avez traitée et qu'on va continuer à traiter évidemment au-delà de cette semaine de lutte contre l'illettrisme. C'était du 6 au 12 septembre, l'électronisme. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des difficultés de déchiffrement du langage écrit, il y a aussi une angoisse existentielle devant l'informatique qui vient s'additionner. Enfin, c'est quand même, excusez-moi de vous le dire comme ça, Samira, mais est-ce que vous y voyez comme un handicap finalement, une forme de handicap caché ? Mais moi je l'utilise le mot. Je dis que c'est un handicap invisible, un handicap qui empêche ces personnes-là d'évoluer, d'avancer dans notre société, parce que tout est fait pour que les personnes qui ne savent pas lire ou écrire, ça devient très compliqué pour eux, quoi. On le voit bien sur notre compte de formation. Maintenant, il faut passer par une application. Donc on a oublié
cette population qui n'ira jamais sur leur compte de formation. Donc voilà. Samira, il y a Christophe Portevin, je ne sais pas s'il est connecté avec nous et si on peut le connecter en même temps, j'en suis pas sûr, parce que c'est une émission 100% visio, donc évidemment on fait un peu de jonglage. Il y a quand même des secteurs d'activité, c'est à lui que je lui poserai la question, mais je vous la pose aussi. Il y a quand même, on le voit, des secteurs d'activité où on concentre plus des salariés touchés par l'illettrisme, le BTP, les métiers à la personne. C'est vrai, c'est plutôt ces secteurs-là qui sont où les personnes illettrées peuvent trouver une place. C'est ça, oui, parce que ce sont des métiers où l'apprentissage de l'écrit et de l'oral n'est pas exigé. Il n'y a pas besoin de savoir écrire au départ pour faire le ménage, par exemple. Par contre, la personne, elle va se retrouver en difficulté quand elle va vouloir évoluer, devenir chef d'équipe, parce que là, c'est un minimum légal qu'on leur demande. Pareil pour les problématiques de dosage, etc., pour expliquer. Alors bon, il y a une solidarité extraordinaire aussi dans ces métiers-là, où il y a beaucoup d'entraide entre eux. C'est ce qui fait que souvent, ce sujet n'est jamais abordé, parce que c'est presque un sujet tabou à la fois, parce que ces personnes-là ont peur d'être dénoncées auprès de leur employeur. Et en même temps, il y a une solidarité qui fait que quand quelqu'un est en difficulté, on va l'aider pour que justement personne ne le sache. Mais en même temps, on ne peut pas continuer à fermer les yeux et à se dire on laisse faire, on le sait mais on ne dit rien. Donc c'est plutôt comment on agit, quoi. Comment on fait que ces personnes-là, qui souvent sont en France depuis des années, voire des décennies. Des décennies. Juste d'un mot, il y a l'association avec des bénévoles qui s'engagent par ce réseau d'entreprises. Est-ce que vous avez envie de dire aussi à ceux qui sont extrêmement, j'allais dire, honteux, gênés, enfermés dans leur illettrisme, libérez-vous, venez nous parler, dites-le, on va vous aider. Exactement, c'est exactement le message que nous portons quand on lance ce programme de Stop Illettrisme au sein des entreprises. C'est d'abord, et c'est ce qui fait la réussite de ce programme, c'est de se dire, voilà, il ne faut surtout pas qu'on les pointe du doigt, parce que sinon, là, on va créer un blocage. C'est comment on va justement les solliciter pour qu'ils puissent participer à ce programme-là, en ayant pour objectif de se dire, on ne va pas me montrer du doigt, mais par contre, on me donne l'opportunité de réussir professionnellement. C'est ça. Et donc, et c'est tout la sensibilisation qu'on va effectuer avec leur propre employeur, etc., pour que ces personnes-là, qui, pour la plupart, n'ont jamais été à l'école. Jamais. Pour eux, c'est le grand vide, quoi. Se dire que je vais me concentrer 2 fois 3 heures par semaine pour aller à l'école pendant 1 an pour obtenir un diplôme, mais là, franchement, c'est ce qu'on leur demande. On n'a pas conscience, c'est énormissime. C'est l'Himalaya. Mais quel résultat, quel résultat. Et c'est certifiant, il faut préciser que la formation est certifiante, on va en parler. Et quand vous irez mieux, quand le Covid sera passé au-dessus de votre tête, Samira Djouadi, est-ce que vous nous ferez le plaisir de venir en plateau, peut-être nous raconter aussi vos combats à la Fondation TF1 et puis aussi ce travail sur l'illettrisme? Eh bien, vraiment avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris, Samira. Merci d'être venue nous rendre visite. C'était un vrai plaisir de vous accueillir en visio dans cette première étape. Et nous accueillons Christophe Portefin, je l'évoquais avec Samira. On a les 3 étapes, je dirais, de ce travail collectif. À la fois l'association Stop Illettrisme présidée par Samira, on a des entreprises engagées dans ce réseau, on l'a évoqué tout à l'heure avec une entreprise, et puis il y a les organismes de formation, et vous en êtes un, Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique. En quelques mots, votre action, elle n'est pas concentrée exclusivement sur ces personnes touchées par l'illettrisme, mais vous les accompagnez. Racontez-nous ce parcours et comment ça se passe, parce qu'on évoquait avec Samira quand même l'idée que c'était un peu l'Himalaya pour certaines personnes, de reprendre entre guillemets le chemin de l'école. Oui, tout à fait. Donc l'Himalaya, pourquoi pas? C'est vrai que souvent les personnes qui se retrouvent en situation d'illettrisme sont des personnes qui ont eu de vraies difficultés à l'école, sont des personnes qui parfois ont été mal accompagnées dans leur vie personnelle et scolaire par rapport au savoir de base. Et effectivement, l'objectif, c'est de réussir à les accompagner, de les comprendre aussi, comprendre leurs difficultés pour les aider à monter en compétences. Concrètement, ça se passe comment? C'est un diplôme, c'est certifiant? Vous avez des échecs? Vous avez des personnes qui, face à la difficulté, ou vous avez des personnes extrêmement déterminées à franchir ce mur? Alors,
Oui, c'est certifiant, ne serait-ce que passer une certification, parfois pour certaines personnes, c'est la première certification au diplôme de leur vie, donc c'est très important. C'est valorisant, hein, tout simplement. Et puis c'est aussi une preuve comme quoi elles ont réussi à passer des étapes et à monter certaines marches, notamment dans le français écrit. Voilà. Alors, oui, il y a des échecs, hein, faut pas se leurrer, tout le monde ne réussit pas à 100%, mais bon, par exemple, le taux, nous on a un taux qui est exactement conforme au taux national, par exemple, dans le secteur de la propreté, qui est de 66% de réussite à l'intégralité des certifications, donc c'est plutôt positif. Les personnes que vous accueillez, j'ai vu qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. 51% sont des personnes qui sont salariées. On a un chiffre global, je pense qu'il n'est pas juste. On aurait 2,5 millions de personnes touchées par cette question de l'illettrisme. Ce sont des profils de quel type? Des personnes qui travaillent dans quel secteur d'activité principalement? Alors, ce qu'on repère aujourd'hui, c'est que souvent, c'est les secteurs d'activité dans lesquels on peut embaucher des personnes de bas niveau de qualification, donc parfois sans diplôme, hein, ce qui est la réalité. Donc, notamment la propreté, le BTP, l'agroalimentaire, principalement. Voilà, il y a aussi dans le travail temporaire. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Parce qu'il y a les tuteurs des entreprises privées qui sont là aussi pour apporter leur contribution. Puis j'imagine que vous avez des formateurs, j'allais dire des vrais formateurs agréés qui les accompagnent pour les faire avancer. Comment marche ce travail entre le tuteur, l'élève, le participant et les formateurs? Alors écoutez, oui, notre équipe, tous les formateurs sont diplômés et spécialisés dans la formation pour adultes. Ça, c'est vraiment très important. Donc, nous, en fait, en tant qu'organisme de formation, on doit on doit suivre des référentiels de formation, puisqu'ils sont très précis, donc dans lesquels on a tout un travail à faire en amont, en analysant les besoins des salariés que nous avons formés principalement et la demande de nos partenaires entreprises. Et après, donc nous, on va s'occuper de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est, par exemple, savoir professionnel, enfin le français autour des savoirs professionnels, parce que nous ne sommes pas des formateurs techniques. Et après, dans le cadre du tutorat, on va donner des pistes aux tuteurs pour qu'ils puissent continuer à accompagner les personnes que nous avons reçues en formation, pour approfondir certains points, pour revoir des points que nous avons travaillé ensemble, mais aussi en leur disant mais faites ce que vous voulez, parce que nous on s'occupe du professionnel, on s'occupe du socio-professionnel, et vous pouvez faire autre chose que le professionnel, parler de la vie de tous les jours, parler de comment aller chez le médecin, des choses que nous on ne fera pas en formation directement. Ouais, c'est un plus soft skill, plus ce qui est environnement autour du travail, et puis vous êtes vraiment dans le dur, dans la hard formation, le hard skill. Ça leur apporte quoi à ces personnes, au-delà de la fierté qu'ils ont à avoir parfois leur premier diplôme? J'imagine qu'ensuite ça leur ouvre des portes, elles se mettent à rêver enfin. Alors oui, ça peut leur ouvrir des portes. Alors c'est vrai que les formations sur les savoirs de base, parfois on a du mal à les mettre en place puisque c'est pas compris et perçu comme des formations indispensables alors qu'elles le sont. Donc une fois que nos partenaires ont compris que en développant ce type-là de formation, les personnes vont être plus à l'aise, plus en confiance, plus autonomes, vont oser aller voir leur entreprise pour dire peut-être que je pourrais changer de poste, peut-être que maintenant je peux faire ça et je peux te le prouver. Donc ce qui est très important. Donc effectivement, on a des personnes qui montent en compétences. Alors est-ce qu'elles vont changer de poste? Pas toujours, mais elles peuvent monter en compétences, changer de service, devenir chef d'équipe. Nous, on a beaucoup de demandes d'entreprises qui nous disent mais moi cette personne-là, c'est une super professionnelle, au niveau technique tout va bien, et il faudrait aller au niveau des savoirs de base pour qu'elle devienne chef d'équipe, par exemple. Merci Christophe Portefin. Je précise que ces formations sont prises en charge, elles sont gratuites pour les personnes qui y participent, nous sommes d'accord? Complètement. Complètement prise en charge grâce à ce réseau d'ailleurs d'entreprises qui sont des moteurs. Je pense notamment à Samira Djouadi, mais aussi à L'Oréal et d'autres entreprises qui ont contribué au financement de ces dispositifs. Merci Christophe Portefin, directeur d'Accent Tonique. J'espère qu'on aura le plaisir de refaire une émission, cette fois-ci en présentiel. Je crois que vous nous parliez de province. On essaiera de s'organiser pour que tout le monde puisse venir ici sur le plateau de Bismart pour parler de ce sujet qui est un sujet central. Merci à vous trois, merci à nos trois invités qui étaient en visio. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi, évidemment. Et on parle du travail temporaire. Tiens.